Cela fait maintenant depuis 2020 que nous travaillons avec Virginie, que je vous présente, sur le programme d'Olfactoreliance. Et il est maintenant temps de présenter l'olfactoreliance et la reliance avec justesse, en détail et en profondeur. Alors Virginie, comment définirais-tu la reliance en quelques mots? Merci Anne-Laure de me recevoir. La reliance, c'est une relation profonde, quotidienne, avec toutes les consciences de la nature, qui nous permet de découvrir ce que nous sommes réellement, au-delà de tout ce qu'on croit être habituellement. Ce que nous sommes réellement, que je vais appeler dans cette pratique le soi ou l'être. Et d'où vient cette pratique de la reliance? Quelles sont ses influences, les courants? Quelles expériences concrètes tu as faites? Cette pratique, elle vient de mon expérience du monde, de ma façon de vivre et de mes perceptions. Elle prend sa source aux enseignements de la nature, c'est-à-dire je travaille depuis toujours avec les consciences, les esprits de la nature. On pourrait dire que c'est une direction chamanique. Et les expériences, eh bien, ce sont celles de mon quotidien dans cette rencontre de cœur avec tous les maîtres de la nature. Je suis inspirée également par des maîtres spirituels comme Nisargadatta, Osho, Amma, Mère Mira, Thich Nhat Hanh, que j'ai eu la chance pour certains de rencontrer. Mais la source de ma pratique, c'est vraiment l'enseignement de la nature. Et en ce moment, on entend beaucoup le mot reliance. En quoi la reliance telle que tu la transmets n'est pas issue d'une mode ou une invention récente? Alors, cette pratique existe donc depuis très longtemps puisque je la pratique depuis toujours. Mais il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai rencontré ce mot reliance qui à l'époque était utilisé par un sociologue inspiré qui s'appelle Marcel de Boll et ensuite un autre sociologue euh, qui était Edgar Morin, un philosophe qui était Edgar Morin. Et à l'époque, c'était ces deux personnes qui utilisaient ce mot. Moi, ça m'a vraiment profondément parlé. Et maintenant, eh bien, c'est devenu une notion courante. Mais en réalité, ma voix s'inscrit dans des lignées de chaman à la recherche du soi, de l'être. C'est une pratique millénaire. Et en fait, la reliance, c'est ton chemin. Donc, comment toi, tu l'as rencontré? En fait, c'est simple. Je suis née avec des perceptions et une vision du monde, perception très aiguisée et une vision du monde particulière. Et peu à peu, dans mon chemin de vie, très rapidement, j'ai soigné. Et puis, peu à peu, l'enseignement est arrivé. Donc, en transmettant cet enseignement, eh bien, cette voie s'est construite à partir de mes expériences et des besoins des gens. J'ai rencontré un certain nombre de maîtres spirituels de différentes traditions qui, tour à tour, ont confirmé ma voix, les possibilités, m'ont encouragé à la transmettre. Donc, dans les rencontres, il y a beaucoup de choses qui se passent et tu le décris très bien dans le livre que tu as écrit sur ton cheminement, qui s'appelle Cheminer avec les esprits de la nature, reliance au monde guérisseur chez Vega. C'est un livre que je vous invite vraiment à lire. Il est très joyeux en fait, et très riche et on rentre vraiment dans ton univers. Et tout cet univers, tu le transmets aussi, cette voix, tu le transmets à travers des stages parce qu'en fait, ça s'expérimente. Oui. Alors, écrire ce livre, ça a été un grand plaisir puisque, comme dans mon enseignement, eh bien, c'est vraiment la reliance, la connexion aux esprits de la nature qui s'expriment et qui ont guidé mes mots, mes phrases pendant tout le temps de l'écriture. Et effectivement, à chaque fois, c'est une expérience très intime, c'est-à-dire que c'est vraiment comme on rencontre quelqu'un. On va rencontrer l'esprit de la plante, du vent, de la source, de la fleur, et cette rencontre va se traduire à travers le corps, la pensée, les sensations physiques ou subtiles. Et alors, du coup, qu'est-ce que la reliance n'est pas?
Ah, la résilience n'est pas une technique de développement personnel. C'est tout l'inverse parce que c'est une voie qui va viser à libérer les attachements égotiques, donc à déconstruire le développement personnel et la personnalité pour se rencontrer au cœur, ce qu'on est soi-même. Elle n'est pas non plus une méthode, donc ni une méthode de guérison, ni un catalogue d'expériences énergétiques. Par contre, elle s'intéresse profondément à l'harmonie naturelle entre le corps et l'esprit, à la découverte de notre être profond. Oui, c'est pas une source pour trouver des outils. Non, c'est pas une boîte à outils. Voilà, c'est plutôt des rencontres avec les esprits de la nature qui nous transforment et nous changent profondément, comme lorsqu'on rencontre un être sage. Et dans cette rencontre, du coup, à quel moment la plante, et en particulier l'olfaction, s'est imposée comme l'un des supports naturels de la reliance? Hmm. Alors, les plantes, les fleurs sont depuis toujours pour moi des amis très proches. C'est vraiment des amis d'enfance. Je les connais depuis tout le temps. Et leur parfum m'a longtemps accompagné, guéri, inspiré de façon naturelle. Donc, cette rencontre avec l'olfaction, c'est un prolongement, en quelque sorte, de ces expériences d'enfance. Et lorsque tu as commencé à travailler avec les plantes et avec leur essence, les huiles, donc l'extraction des huiles, eh bien, cette pratique a pris une forme concrète. Ça m'a amené en fait à la formaliser. Et moi, c'est vrai que c'est m'est venu naturellement en travaillant avec toi dans les stages depuis longtemps. Euh, eh bien, quand je respirais les huiles naturellement, par l'olfaction, la reliance venait. Donc il y a quelque chose aussi de naturel qui s'est fait au fil du temps. Et selon toi, pourquoi l'odorat est un sens si particulier pour le travail de la présence? Euh, Pour moi, quand on respire, donc quand on est en lien avec son odorat, on est connecté à l'esprit de l'air, à l'esprit des vents, mais ça nous ramène immédiatement à notre intelligence du cœur. C'est notre partie animale qui s'exprime et qui nous aide à nous reconnecter à notre essence. Donc l'essence de la plante nous reconnecte à notre propre essence à travers ce sens primaire. Et aussi, ce qui est intéressant avec l'olfaction, c'est qu'elle circuite par sa physiologie, en fait, le cortex. Elle s'adresse au cerveau limbique. Et du coup, c'est une grande aide pour calmer le mental, apaiser les pensées. Donc, pour la méditation et revenir à la présence, c'est très précieux, en fait. Oui, en fait, c'est précieux et puis ça travaille vraiment dans la direction de la reliance, c'est-à-dire que cette pratique s'adresse directement à l'être, directement, on pourrait dire, à la forme aussi dans son état brut. Donc, elle court-circuite nos schémas de pensée. Et du coup, en quoi l'expérience olfactive permettait d'accéder à quelque chose de concret dans le corps? Parce que là, ça peut paraître un peu théorique, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément une sensibilité de tout ce qu'on parle, comment dans le corps elles vont ressentir l'expérience olfactive? Eh bien, comme on disait, l'olfaction permet de passer au-delà du mental. Et en passant au-delà du mental, elle nous rend notre capacité à percevoir notre corps de façon très concrète, ressentir nos pieds, ressentir notre ventre, mais de façon encore plus précise, ressentir nos poumons, notre estomac, c'est-à-dire que le ressenti va s'aiguiser et on va avoir aussi accès à des zones qui sont habituellement inaccessibles parce que trop encombrées émotionnellement. Et du coup, comment on sait qu'on n'est pas en train de faire une visualisation ou de projeter des connaissances qu'on a déjà de la plante quand on respire?
Oui. Alors ça aussi, c'est une façon de très particulière qui est liée au travail de reliance, c'est-à-dire que je ne m'appuie pas sur la visualisation. La visualisation, pour moi, est une reconstruction mentale de certaines connaissances, sous forme d'images ou sous forme de mots, ou même sous forme de sensations. Mais la visualisation part du mental, alors que dans la reliance, on est vraiment connecté à la plante, à la fleur, et c'est une rencontre. C'est-à-dire que moi, je décris à ce moment-là ce qui est perçu de cette rencontre. Donc c'est pas imaginé et retranscrit par l'esprit, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe dans la rencontre, comme si je racontais à quelqu'un notre rencontre. Là, c'est la même chose avec la plante. Et comment cette expérience, elle n'est pas induite du coup par la guidance à voix haute? Parce que, en fait, à nouveau, ce n'est pas quelque chose que tu crées avec le mental et que tu imposes à l'autre. C'est plutôt la plante arrive. La plupart des gens ne voient pas la plante sous sa forme invisible. Et il se trouve que moi, je la vois parce que c'est mon habileté de voir euh, l'énergie plus facilement d'ailleurs que le physique. Donc, lorsqu'on est relié à la plante, par exemple, si on est relié à la rose, eh bien, la rose, l'énergie de la rose va se manifester devant nous. Et moi, je vais voir la rose arriver devant nous et elle va créer, manifester une pratique que je vais décrire. Alors du coup, qu'est-ce qui se produit dans la pratique de la reliance quand on se connecte à la plante? Hmm. Donc, dans cette approche, la plante est vraiment considérée, rencontrée comme un être sage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas un outil dans un panel thérapeutique, dans une boîte à outils de soins, mais c'est vraiment quelqu'un qu'on va rencontrer. Et on va la rencontrer avec beaucoup d'humilité parce que la personne qu'on est en train de rencontrer à ce moment-là est un être de sagesse qui participe à notre guérison et à notre évolution spirituelle. Donc, on, cette connexion avec la plante fait qu'on va découvrir sa profondeur, qu'elle va nous révéler ce que l'on est et qu'on devient nous-mêmes son élève. C'est pas nous qui prenons la plante pour obtenir quelque chose d'elle. Non, pas du tout. On devient l'élève de la plante. Et très humblement, on reçoit son enseignement. Est-ce que ce qui est très, ce qui est très clair, en tout cas dans cette pratique, c'est qu'il y a beaucoup aussi de douceur et c'est très respectueux Oui. et de l'humain et aussi de la plante. Oui, parce que en fait, comme on devient comme l'apprenant, vraiment cette posture d'apprenant, on est là pour en réceptivité, pour recevoir cette connaissance, recevoir cette sagesse. Et donc, on passe de la posture de quelqu'un qui sait quelque chose et qui va utiliser un remède à à très humblement recevoir la sagesse d'un autre être. Et là, c'est toute notre posture qui change. On va percevoir également sa douceur, mais aussi notre propre douceur, notre propre réceptivité s'ouvre. Notre cœur, tout simplement, s'ouvre à la rencontre. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire en fait. Je suis en train de reprendre mes esprits parce que j'ai plein d'idées. Ce qui me vient là surtout, c'est que du coup, ça pourrait être une approche qui peut paraître déstabilisante quand on vient d'un milieu où on n'est pas enfin, habitué à méditer ou à la spiritualité. Comment on accompagne des professionnels expérimentés sans les déstabiliser dans cette pratique? Euh, alors,
Dans ce que tu dis, tu vois, la déstabilisation, je trouve ça intéressant parce que finalement, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux être déstabilisé par cette rencontre, par comment est la personne, comment elle communique, comment elle, sa vision du monde. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la plante, elle peut déstabiliser tes habitudes. Parce que tout simplement, on n'a pas trop l'habitude de rencontrer une plante comme une personne. Mais si on se dit, cette plante, c'est quelqu'un. Alors, on va aborder la rencontre comme n'importe quelle rencontre. On rentre en territoire inconnu. On est curieux, on est intéressé, on sait qu'on va apprendre autre chose sur le monde, que la personne qu'on a en face de nous, en fait, en nous communiquant sa vision, va nous enrichir. Et donc, comment on va accompagner les professionnels de santé ou tous les autres dans cette rencontre? Eh bien, tout simplement en les encourageant à être ouverts, curieux, en apprentissage et à être réjouis de recevoir une nouvelle connaissance. Comment est née l'idée de l'olfactoreliance? Alors, tu méditais avec moi, on pratiquait ensemble depuis un bon moment. Et puis, tu as fait cette rencontre avec les huiles où ça a été l'amour fou. Et à ce moment-là, tu as commencé à me partager cette envie de transmettre. Et donc, comme je l'expliquais euh, auparavant, eh bien moi j'avais une pratique naturelle de l'olfaction avec les parfums et puis avec les huiles. On a commencé à échanger, à discuter et à partir de là, bah, la pratique s'est formalisée et elle est née. Oui, et c'est vrai que donc ça fait quand même depuis 2009 qu'on se connaît. Moi, je t'ai rencontré une période qui était difficile pour moi. J'ai commencé par des consultations et puis après, tu as lancé tes stages. Et, et c'est là où je suis tombée dans la pratique, en fait, comme un chaudron. Et je suis tombée en effet complètement amoureuse des pratiques avec les fleurs, parce que je travaille beaucoup avec les élixirs floraux. Et puis après, à toutes les consciences hautes de la nature que tu nous as permis de contacter. Euh, je sais plus trop. Après, il s'est passé tellement de stages, mais ça fait en effet 15 ans maintenant qu'on se connaît Oui. et que du coup, oui, ça s'est transformé pour moi plus au niveau de l'aromathérapie, des huiles essentielles, tout en continuant à suivre tes enseignements sur la reliance, parce qu'en fait, c'est infini, c'est un monde merveilleux et c'est des enseignements très précieux dans le monde dans lequel on est et avec ce qu'on traverse. Ouais, alors comment dire? En fait, tu vois cette connexion particulière avec les huiles. Je dirais c'est une histoire de fréquence. Tu vois, on parlait de là tout de suite, tu me disais, tu travailles beaucoup avec les élixirs floraux. C'est vrai que moi, ma connexion aux fleurs, qui est vraiment ma connexion source en réalité, eh bien, s'est traduite par les supports, par les médias, avec les élixirs floraux avant les huiles essentielles. C'est très complémentaire, ces élixirs et ces huiles, parce que ça travaille pas sur les mêmes fréquences. Ça peut apporter des formes de guérison qui se relient entre elles et qui tissent entre elles un chemin qui va amener une guérison totale. Donc, on peut utiliser les huiles, les élixirs, les pierres, les méditations directes avec les arbres ou les vents, parce que tout ça, en fait, ça fait un faisceau de conscience qui participe à la guérison. Et tout ça, c'est complémentaire. Voilà, et tout ça, c'est complémentaire. Même si on a plus une affinité avec l'une ou l'autre, à la fin, on peut pratiquer tout. Voilà. Et du coup, cette approche, donc on s'adresse beaucoup aux soignants, aux thérapeutes. Comment
Elle parle à toutes ces personnes et aussi à d'autres, justement aux amoureux de la nature, des plantes, de la méditation, aux parfumeurs et aux artistes. Toi, tu as aussi beaucoup d'artistes parmi tes personnes qui te suivent. Alors, je crois que c'est tout simplement parce que ça parle à presque tout le monde. Donc, il y a une direction de soins. Donc, effectivement, parce que la pratique s'intéresse à l'équilibre du corps et de l'esprit, et donc nécessairement à tout ce qui est guérison et auto-guérison. Donc, c'est pour les soignants et les thérapeutes, c'est une pratique, une approche qui est très facile à mettre en œuvre parce qu'elle s'adresse à notre connexion naturelle avec le monde puisqu'elle passe par nos sens. Donc, à la fois, elle est facile à mettre en œuvre et en même temps, elle est extrêmement puissante. Elle permet de faire un travail sur toi très approfondi et elle est aussi très facile à recommander aux patients et c'est simple de les accompagner. Donc, c'est l'aspect naturel de cette pratique en étant en connexion avec la nature fait qu'elle la rend accessible à tous. Et comment la reliance s'insère dans tous ces différents domaines, en fait, comme un carrefour. Comme un carrefour et aussi comme un chemin de direction à emprunter, tout simplement parce qu'en fait euh, ces connexions avec les esprits de la nature nous révèlent ce qu'on est profondément. Donc, on pourrait dire au-delà du chemin de guérison ou au-delà de, euh, euh, de la capacité à mettre en œuvre l'art qu'on porte en soi, pour les artistes, par exemple ou au-delà de cette recherche sur soi-même, qui je suis, pourquoi je vais pas bien et comment je fais pour aller mieux. Au-delà de tout ça, les consciences de la nature nous révèlent notre propre source, notre propre essence, notre propre être. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, elle est universelle. Et elle aussi, euh, je parlais de carrefour parce que souvent, ce que je vois, c'est que les praticiens, les soignants accumulent plein de techniques différentes, de techniques, de méthodes de soins. Et, et il manque un lien, il manque quelque chose, en fait. Et ce Et lien. oui, et c'est très juste. En fait, ce qui manque, c'est vrai, tu as raison. J'ai souvent des soignants qui ont fait des formations tout azimut et en réalité qui ont un bagage énorme. Et qu'est-ce qui rassemble? Qu'est-ce qui est au centre de tout ça? La présence, le soi, le fait que en réalité, lorsqu'on soigne ou mais également lorsqu'on peint, lorsqu'on chante, lorsqu'on écrit, ce qui nous anime, ce à quoi ça s'adresse et ce par quoi ça passe, c'est la présence, le socle, le soi. Et ce que je vois aussi, c'est que souvent, il y a une collectionnite de formation aussi par ce manque de légitimité euh, Ouais, qui disparaît totalement quand on commence à pratiquer. oui. Ça disparaît totalement parce que lorsque la présence s'installe, lorsque le soi est de plus en plus manifeste, au début on le rencontre et puis on l'apprivoise ou il nous apprivoise, on le connaît de plus en plus et c'est un chemin infini qui va prendre jusqu'à la fin de notre vie et c'est très bien comme ça. Mais plus ça s'installe en nous et moins on a tous ces problèmes d'ego, de légitimité, de, de guerre de pouvoir à l'intérieur de nous. Tout ça s'en va parce que c'est autre chose qui se met en place. C'est que tout comme on est en posture d'apprenant par rapport à la plante, eh bien là, on est au service du soin, de l'art, de, de, de la conscience. On découvre ce que c'est que la dévotion à la nature. Et alors, comment, selon toi, ce cheminement, cette olfactoreliance à reliance, est une continuité logique
de l'aromathérapie telle qu'on l'apprend au départ, donc dans son aspect scientifique, technique, et non pas juste une rupture, parce qu'on pourrait dire il y a les scientifiques d'un côté et l'olfactoreliance, l'aromathérapie subtile de l'autre. Pour moi, les deux sont reliés. Comment, pour toi, c'est une continuité tout ça? Alors l'aspect subtil, la conscience de la plante est une réalité. Et pour moi, c'est fondamental de prendre cette réalité en compte. Dès lors qu'on va réaliser que lorsque on est en lien avec une plante, on découvre une personne consciente, notre regard sur elle va changer, mais également notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur la technicité de notre métier, sur toutes les connaissances qu'on a engrangées sur les plantes, sur le métier qu'on exerce, sur la science elle-même. Et finalement, c'est dans cette découverte avec l'esprit de la plante qu'on réalise, mais de façon très concrète, que science et conscience sont indissociables. C'est quelque chose qu'on sait intellectuellement depuis toujours. C'est dans la rencontre avec la plante que ça devient palpable et que ça devient euh, inévitable au sens où c'est précieux. Et c'est là qu'on comprend que le chemin d'évolution, il est là. Et ce que j'ai pu expérimenter aussi, c'est que quand on rencontre ces plantes ornementales, et de manière très intime, justement, dans son corps, dans son esprit, dans ses schémas, en fait, c'est là que tous les liens se refont avec la connaissance théorique et technique. Oui. C'est pas du tout une rupture, en fait, ça refait du lien avec ce que l'on connaît, et c'est un approfondissement de la connaissance au sens large de la plante. C'est pour ça que je te disais, ça devient très concret. Parce que du coup, le savoir savant est intégré dans la conscience et devient pour moi réelle connaissance. En fait, c'est peut-être le distinguo que je fais entre ce savoir savant et la connaissance. Le savoir savant, il est livresque. On a appris, on sait beaucoup de choses. Et la connaissance, la conscience s'est manifestée. On a une autre vision des choses qui devient très, à la fois subtile et concrète. Les deux pôles se sont réunis. Faut juste être curieux finalement d'aller explorer, de continuer à explorer d'autres subtilités, facettes de la plante que juste les petites molécules. C'est ça, c'est curiosité et puis je vais utiliser un mot que qui m'est cher, c'est engagement. Engagement auprès de la conscience de la plante, engagement dans notre capacité de réceptivité, d'intégration et ensuite de manifestation de toute cette connaissance. Et faire confiance aussi. Oui. Les plantes, en fait, elles connaissent beaucoup mieux les chemins de guérison que nous-mêmes. Oui, les plantes, en fait, c'est des êtres sages. Donc, nous, si on fait preuve de réceptivité, elles vont vraiment nous enseigner euh, beaucoup plus que ce qu'on pense au départ. Si tu devais résumer l'olfactorolience en une phrase, quelle serait-elle? Se relier par les souffles à la conscience de la plante, au service de la guérison et de la découverte de l'être. Merci. Euh, Pourquoi il est nécessaire, selon toi, de formaliser davantage les bases de la reliance dans le cursus? Au départ, c'est vrai que j'en parlais pas beaucoup, mais là, on a changé les programmes et il nous a paru important de vraiment formaliser ces bases. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Mm. Au fur et à mesure de la transmission, de l'enseignement, maintenant ça fait quelques années qu'on enseigne, on s'est aperçu que sans les bases de la reliance,
Donc sans la connexion aux éléments, la capacité à s'enraciner, à respirer librement, à retrouver son espace, à être libre au niveau du cœur, à avoir un émotionnel qu'on travaille avec l'eau assez fluide et à ressentir l'énergie, ça c'est le travail du feu, eh bien on s'est rendu compte que sans ces bases, les apprenants peinaient à intégrer l'enseignement. C'est-à-dire que l'expérience immédiate de la rencontre avec l'huile et la plante se produit effectivement, mais la consolidation fait défaut. Donc, on s'est dit, on va intégrer les bases de la reliance dans le cursus pour faciliter cette intégration et du coup l'approbation. Et dans ces bases, il y a aussi apprendre la présence. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, pour apprendre la présence, eh bien, je passe par l'enseignement des éléments. Et on rencontre les éléments eux aussi comme des consciences. C'est-à-dire que quand on travaille l'enracinement, on va rencontrer la terre comme une conscience, comme un être sage. Et en la rencontrant comme une sagesse, elle va nous révéler ce que nous sommes, que j'appelle la présence, l'être, le soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, on est assis tranquillement, enraciné, détendu dans l'espace. Et puis notre esprit, peu à peu, se calme. On va réaliser à ce moment-là tout ce qu'on n'est pas. On n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas non plus nos mémoires, ni même nos sensations physiques. Tout ce qu'on croit être va peu à peu s'éloigner de nous. Et on va venir à ce qu'on est vraiment, un grand calme, profond et sans limite. Et puis peu à peu, on va apprendre à vivre depuis ce grand calme, depuis le soi. C'est ça, apprendre la présence. Du coup, bah, sur ma question, en quoi cette formation est à la fois accessible aux nouveaux et nourrissante pour les praticiens avancés, bah, on a eu un peu la réponse parce qu'en fait, ce que tu proposes, c'est un parcours, un cheminement qui n'a pas de fin. Et oui, c'est vrai. C'est un cheminement, c'est une rencontre avec soi-même tout au fond de nous. Et et puis cette rencontre, elle va jamais s'arrêter. Elle s'enrichira tout au long de notre vie. Et des professionnels qui sont euh, très pointus, très expérimentés dans leur art de guérison, par exemple, ou de soins, ou d'artistes, eh bien, la pratique va s'adresser directement à ce qui sont au fond d'eux-mêmes, au-delà de leur esprit. Et peu à peu, ils vont s'apercevoir que euh, tout va mieux. Ils ont tout à y gagner, à la fois personnellement, mais aussi dans l'exercice de leur pratique professionnelle. Donc en fait, même si on connaît très très bien l'aromathérapie, qu'on a fait plein de cursus, qu'on a beaucoup travaillé sur soi, qu'on a déjà fait aussi d'autres cursus en olfacto, en fait c'est toujours, en tout cas pour moi, à chaque fois que je recommence un nouveau cursus, c'est toujours une redécouverte de la plante, euh, une redécouverte aussi de soi sous d'autres facettes. C'est d'une richesse incommensurable et euh, c'est toujours très surprenant et très merveilleux. En fait, ma façon de travailler fait que je vais prendre les gens là où ils en sont. Donc, quelqu'un qui arrive, eh bien, il a déjà tout un travail aussi en lui, même s'il découvre la pratique. Ou quelqu'un qui a 20 ans de pratique, il a aussi ce travail, même si c'est pas le même. Il est déjà très assuré. Alors que la personne qui arrive, elle a l'esprit neuf du débutant. Mais peu importe.
comme on arrive, la pratique nous prend, la plante nous découvre et nous rencontre, et je vais toujours amener les gens un niveau plus loin de là où ils en sont. Et souvent, ce que je vois aussi, c'est quand on a l'habitude d'utiliser une huile essentielle au quotidien, et bien de le travailler en olfacte ou en reliance, de la rencontrer en reliance, c'est comme si on la redécouvrait vraiment pour la première fois parfois. Oui, ça c'est très juste parce que à chaque fois qu'on va faire une pratique en reliance, eh bien c'est comme si on repartait à zéro au sens où la sagesse de la plante est infinie, ou la sagesse de l'animal d'ailleurs. Ces sagesses sont infinies. Et donc, à chaque fois, il va nous enseigner ce qu'on est capable, ce qu'on peut assimiler, comprendre, intégrer. Donc, on pourra rencontrer l'huile essentielle de lavande 10 000 fois. À chaque fois, on apprendra quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui transforme profondément nos participants? Au-delà des connaissances techniques, Pour euh, moi, c'est vraiment cette rencontre avec l'esprit de la plante. La rencontre avec la sagesse nous change fondamentalement. Au début, on s'en rend pas forcément compte, mais on voit un petit peu les choses différemment, on se voit nous-mêmes différemment, notre interaction avec le monde change un peu. Et puis, au fur et à mesure des pratiques, on s'aperçoit que oui, on est réellement transformé. Et c'est cette rencontre avec la conscience qui nous transforme. et ces transformations de soi à soi, avec son entourage, avec ses plates-bandes qu'on n'arrive plus à arracher, quand on fait son jardin. Ça touche pas du tout que le milieu professionnel, c'est vraiment au départ très intime. Euh, Oui. C'est ça qui... C'est la voix, c'est une intimité. Elle s'adresse à chacun et en même temps, c'est quelque chose qui est vraiment, qui se vit dans l'intimité. Et la rencontre avec la sagesse de la plante nous révèle notre propre sagesse. Et c'est en rencontrant notre propre sagesse qu'on est profondément transformé. Et à qui cela s'adresse alors vraiment? À toute personne qui se considère comme consciente. Beaucoup de monde, tout le monde. Et à qui ça s'adresse pas? C'est très dur pour moi de répondre à cette question. Moi, je vais répondre alors. Ouais, ok. Voir, c'est que c'est des parcours très profonds. Donc, si on n'a pas envie de plonger en profondeur justement dans cette intimité, la rencontre avec la plante et dans le travail aussi sur soi, euh, eh ben, ça sera difficile. On risque de rencontrer des blocages un peu compliqués. Et c'est aussi, si vous cherchez juste des recettes à appliquer de manière systématique, comme on peut chercher un protocole de soins tout fait à appliquer dans un établissement, un protocole peut découler de la pratique, mais on ne va pas vous donner de recettes toutes faites. Donc, c'est surtout ces deux choses-là que je vois qui peuvent faire barrage. Oui, c'est vrai, je rebondis alors sur ce que tu dis. C'est souvent dans les stages, je dis, si vous voulez pas changer, faut vite partir. Parce qu'effectivement, ça nous change profondément. Donc, si on souhaite pas changer quelque chose en soi, c'est pas, il faut pas pratiquer cette voie. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est une pratique vivante. C'est des rencontres entre consciences. On l'a compris maintenant. Donc, c'est très vivant. Donc, c'est pas quelque chose que je peux formaliser de façon définitive et puis, hop, donner cette formalisation comme un modus operandi, par exemple. Ça changera toujours en fonction des consciences rencontrées. Et c'est de mon point de vue ce qui fait aussi cette richesse infinie. Et qu'est-ce qui change dans la posture professionnelle après un parcours, du coup? On peut en Les, faire 10 des parcours, pardon, on peut en faire 10 des parcours, mais ouais, les fondamentaux changent.
Les fondamentaux parce que le rapport à soi-même change, le rapport à la plante, au remède, au patient, à la façon de considérer son métier, sa fonction, tout ça, ça change. C'est notre regard profond sur le monde qui change. Donc, tout le reste en découle. Oui, on peut le résumer aussi par une qualité d'être, avec Oui, soi, avec l'autre. Ce que j'ai observé aussi, ce qui change beaucoup, c'est l'écoute. Parce que quand on a beaucoup de connaissances, on a tendance à projeter ses connaissances et ce qu'on croit savoir sur l'autre ou de sa pathologie, et on oublie d'écouter. Et on passe à côté finalement. oui. Et puis, on en a parlé, il y a aussi tout un travail sur le cœur, l'empathie, la perception de l'autre, le respect. Bon, tout ça, ça fait partie de la formation, donc on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Et ce que j'ai observé aussi, c'est le plaisir retrouvé dans son travail et le sens, quand il y a la perte de sens. Quand on fait les choses de manière trop mécanique, on perd le sens et du coup, la reliance, l'olfactoreliance, elle permet de retrouver une autre direction et du coup un autre sens. C'est très juste cette notion de sens, parce que notre monde a tendance, on le sait, à nous robotiser et, et ça crée une perte de sens dans l'exercice du métier, dans le relationnel, que ce soit avec ses patients ou même avec son entourage parfois. Et comme cette voix, elle travaille sur un changement intime qui se produit au niveau du cœur, eh bien, on retrouve le sens du cœur dans tout ce qu'on fait. Et du coup, pourquoi cette approche répond-elle particulièrement aux enjeux actuels du soin et de l'accompagnement? Eh bien, pour moi, ça permet vraiment d'intégrer la relation consciente aux soins. Et dans cette relation consciente, lorsque la conscience se replace au cœur de, du métier de soignant, si on parle de ce métier, eh bien, c'est la conception même du métier qui évolue. Mais ça peut être plus large. Euh, c'est la conscience replacée dans l'échange avec la nature, dans l'échange avec les autres, dans l'échange qu'on a avec soi-même et avec son environnement. Si on revient à l'exercice du soin, eh bien, le patient n'est plus un malade auquel le soignant va administrer un remède ou bien qu'il va diagnostiquer. Le patient est un être de conscience qui va rencontrer d'autres consciences, le soignant, les plantes, les huiles, pour se guérir. Donc le soin devient vraiment cet espace de conscience où tous ceux qui vont participer à la guérison vont se rencontrer dans une synergie qui va aboutir à la bonne santé. Alors, je dirais aussi que de façon plus large, que l'olfacto, cette façon d'être en reliance avec la nature va enseigner le respect, le lien du cœur, comme je le disais tout de suite, non seulement avec les gens, mais avec tout l'environnement. Et pour moi, on a vraiment besoin de retrouver les valeurs profondes de l'humanité. Et l'accompagnement des consciences de la nature peut nous réapprendre tout ce lien du cœur. Oui, on est dans une déshumanisation actuelle, mécanisation, automatisation. Donc pour moi, ça me paraît urgent, précieux de vraiment replacer le cœur, l'empathie, le vivant au cœur du soin. Mm. Si tu devais formuler ce que cette approche vient réparer ou rééquilibrer dans nos pratiques actuelles, on en a parlé, le cœur, la réhumanisation, le vivant. Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses?
Elle répare aussi notre rapport au corps. C'est toute la, la direction de la science, de la médecine actuelle, en tout cas dans ma façon sensible de percevoir. Je trouve que elle considère le corps comme une machine qu'il faudrait réparer. Et avec toutes ces spécialités absolument géniales, mais la globalité du corps, la façon dont le patient et, euh, et le soignant considèrent le corps. Si on approche le corps non plus comme une machine, mais comme une conscience et comme un assemblage de conscience, alors le rapport au cœur devient évident. Et alors le corps lui-même est comme un chemin de conscience qui nous ramène à notre essence profonde. Donc cette approche, elle vient équilibrer le subtil, l'intuitif et l'aspect physique du corps. Elle harmonise en réalité, je crois, la technicité, la science et la conscience. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Alors, on va continuer sur les aspects un peu plus pratiques, concrets, enfin concrets, c'était concret, mais du cadre et de la sécurité. Alors là, c'est moi qui vais te poser des questions parce que c'est un domaine que je connais pas bien et voilà, tu vas m'enseigner à ton tour. Alors, dis-moi pourquoi l'olfaction actuellement devient une porte d'entrée privilégiée dans les différents établissements de santé, notamment par rapport à la douleur, l'anxiété ou autre. En fait, l'olfaction, c'est aussi un mode d'utilisation en aromathérapie, on appelle inhalation sèche. Et dans cette façon d'utiliser les huiles essentielles, en fait, il y a très peu de matières et de molécules qui sont absorbées par le corps. Et du coup, on stoppe tous les problèmes d'interaction médicamenteuse. Hmm. Déjà, ça rassure énormément les soignants. Et aussi par la physiologie de l'olfaction, le fait que le bulbe olfactif soit très près du cerveau, du système nerveux central. En fait, on a un effet quasi immédiat sur l'anxiété, le stress. On a une action très très rapide de confort quand l'huile est appréciée. On peut vraiment retrouver tout de suite un bien-être, une zone de confort quasiment immédiatement. Et du coup, pour pallier à toute l'anxiété liée aux soins, au parcours de soins, enfin tout ce qui peut se passer dans un hôpital, et ben là, l'olfaction, en fait, on rend la personne maître de son bien-être. Elle peut utiliser son flacon. Là, on donne plutôt des sticks olfactifs à l'hôpital pour le respirer à volonté et vraiment se réapproprier aussi une certaine autonomie dans son propre confort. Hmm. En fait, le patient redevient acteur et intégré dans son parcours de soins parce qu'il a la capacité en autonomie de gérer son émotionnel, par exemple, ou sa détente corporelle Oui, de et dans façon l'idéal, efficace et rapide. exactement. Et dans l'idéal, on lui fait choisir une huile qu'il préfère, vraiment une odeur qu'il aime. Donc on le fait aussi participer dans ce choix pour que ça ait aussi plus de sens, que ça lui rappelle peut-être des choses, ou en tout cas ça lui procure des sensations de confort rapide. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pour le stress, l'anxiété, très Hmm. intéressant, mais aussi pour la douleur, parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, en court-circuitant le mental, le cortex, on se défocus aussi de la douleur, de la sensation douloureuse, de cette perception pénible. Et du coup, on peut vraiment baisser le seuil de douleur, de perception de la douleur. On ne changera pas l'inflammation, on ne changera pas la tumeur. Mais par contre, on peut vraiment, ce rapport, ce lien à la souffrance, à la douleur peut changer assez rapidement. Tout Mhm. simplement en faisant diversion et en se mettant avec la plante, en fait. Oui.
En fait, tu vois, dans ce que tu dis, moi, ce que je ressens aussi qui est peut-être fondamental, c'est que dans ce milieu hospitalier qui est très aseptisé, très impressionnant, qui peut créer aussi beaucoup de stress, eh bien, c'est une façon rapide, immédiate de ramener la connexion à la nature. Et donc de ramener beaucoup de rassurance finalement dans un univers qui fait peur. Effectivement. Mm. Exactement, et il y a aussi une forte demande hein, des patients d'avoir accès à des méthodes naturelles de soins, à une certaine naturalité dans les soins qui est perdue dans certains parcours, et du coup, ça lui redonne une connexion euh, aux plantes qu'il aime, ou à un aspect Mm. naturel qui est parfois apprécié comme moins toxique aussi. Mm. Donc finalement, on pourrait dire que c'est vraiment adapté à ce contexte de soins, de par l'efficacité, la connexion à la nature, le travail sur la douleur, sur les émotions et sur finalement la capacité du patient à retrouver une connexion avec son propre chemin de soins. Exactement. Mm, Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le petit cycle olfactif est complètement individuel et personnel. Donc, on ne va pas incommoder les autres personnes avec une odeur. Là encore, on peut éviter les interactions, les contre-indications pour les personnes allergiques, asthmatiques, épileptiques autour. Euh, Parce que diffuser dans un service ou un hôpital, ça peut vite être compliqué parce qu'il faut englober tout le monde. Là, l'olfaction, c'est personnel, individuel et on gêne personne. mm, mm. Bon, après, Donc voilà. ça serait vraiment l'avantage pour tout l'établissement finalement. Pour l'établissement de soins, il y a cet avantage qui serait c'est individuel et en même temps on peut le multiplier à loisir en fonction du nombre de patients. Voilà, et du coup, bah, c'est personnalisé et on peut aussi, du coup, procurer un stick olfactif peu coûteux, Mhm, parce qu'on met moins d'huile que dans un diffuseur. Et du coup, ça permet aussi d'économiser les mhm, ressources naturelles. Ça permet tout à d'économiser fait. les flacons, les huiles Ouais. essentielles. Donc, on a beaucoup d'effets pour peu Du d'huile coup. à utiliser et derrière, du coup, moins de ressources naturelles utilisées. Mhm. Et donc là, on a vu les bénéfices pour les patients, pour l'établissement de façon globale, mais pour les soignants. Pour les soignants, c'est apporter plus de confort à leurs patients, c'est souvent satisfaisant pour eux. Mhm, Parce que du coup, bah, il y a une méthode non médicamenteuse, agréable qui est proposée. C'est aussi une façon d'éviter de peut-être proposer un autre médicament, mhm, donc de proposer moins de médicaments, donc moins d'effets iatrogènes. Euh, et puis, un patient moins anxieux, bah, peut-être il fera moins appel aux soignants, il sera moins demandeur. Donc, et pour les soignants aussi, ils peuvent en profiter hein, à l'hôpital. mhm. Il y a des huiles, des Et ça permet en fait cette rencontre entre, tu vois, la plante comme lien en fait entre le patient et le soignant. Est-ce que ça permet de créer finalement entre dans ce couple patient-soignant une autre relation qui pourrait être aussi quelque chose d'intéressant pour le soignant dans l'exercice de son métier finalement. Oui, tout à fait. Ça transforme la relation soignant-soigné. Oui. Il y a une autre, il y a une autre communication qui se fait. Euh, et et les huiles essentielles, par leur présence, en fait, avec l'odeur, Mm, qui influe tout ça. Ce qui ressort aussi souvent, c'est que de ramener la vie comme ça dans l'hôpital, du coup, on redonne aussi l'humanité aux patients, on redonne l'humanité aux soignants, mm, et bah, de nouveau, on recasse ce schéma de machine, en fait, où mm, tout mm. le monde perd du sens et tout le monde a peur, en fait. Eh oui, Tout le eh monde oui. a mal et c'est très Mm. franc. Ok, Merci beaucoup. merci.